Avant-dernière journée de hockey sur glace avant une pause olympique pour le mois de février. Il y avait 6 matchs au programme ce soir. Il y a eu la bagatelle de 30 buts inscrits. On a avec Geoffrey Vauclair, Dani Jalina et Stéphane Rochette pour vous faire terminer cette soirée de la meilleure des manières. On est surtout parti pour vous résumer ces rencontres et on va commencer par le match qui a été notre match studio ce soir entre HC Ajoie qui rêvait de se rebiffer et de stopper l'hémorragie. Gary Sheehan, bien sûr, au centre de toutes les attentions, beaucoup de discussions qui commencent à monter. Christian Dubé un peu plus serein qui cherchait un 3e succès ce soir et Chris Di Domenico qui ira au JO de Pékin. On en a parlé en avant-match. Comme réserviste, il a décidé d'aller suivre bien sûr son instinct de vivre des Jeux Olympiques. Cette rencontre commence avec Geoffrey. La première action pour Ajoie, la meilleure de ce premier tiers, Asselin qui essaye plusieurs fois sur Berra qui a la botte et la jambe très solide. Et on voit Anthony Rouillet qui récupère un puck, qui fait un bon écart pour battre le défenseur d'Ajoie et qui fait une bonne passe à Guillaume Asselin. Malheureusement, Berra était très attentif. Il reste très solide, Berra, avec sa jambe là, pour pas que Guillaume puisse pousser le puck dans la cage. On va le voir maintenant sur ce ralenti. Regardez. Et puis il a de l'amplitude, Berra, c'est un grand gardien en plus, donc c'est pas forcément facile. Mais c'est pas faute d'avoir essayé et essayé. Ouverture du score, il y aura dans ce premier tiers par Fribourg-Gotteron, opportuniste. Sandro Schmidt, Dani qui met un puck devant le gardien, qui touche le duc, qui lobe le gardien. Oui, c'était difficile pour Fribourg en première période de trouver l'accès de la cage. Ajoie jouait très bien, jouait bien replié, coupait les lignes. Alors du coup, la seule porte de sortie pour Fribourg était de mettre la rondelle à la cage et puis d'amener de la présence physique. Et puis, heureusement pour Fribourg ou malheureusement pour Ajoie, c'est un autogol. Et ça a un petit peu dégelé Fribourg-Gotteron sur cette action-là. Parce qu'après 20 minutes de jeu, Stéphane, Ajoie était replié défensivement, concentré et essayait de limiter la situation. Et Fribourg n'avait pas encore vraiment trouvé son vrai rythme dans cette rencontre. Non, bon, évidemment, Ajoie en début de match a été assez bon, a bien contenu l'adversaire, était dans son plan de match, etc. Il y a eu ce but chanceux. On n'a pas profité, on a vu l'occasion. Si Ajoie avait profité d'une ou deux occasions qu'ils ont eues, peut-être que ça aurait enclenché le match ou ça nous aurait amené ailleurs que ça nous a amené. Malheureusement, ce n'est pas arrivé. Et il faut que les étoiles soient alignées pour qu'Ajoie remporte. Et là, finalement, sur ce premier tiers-là, même s'ils ont pas mal fait, les étoiles n'étaient pas alignées pour eux. Une nouvelle fois, ce qui va faire mal aux hommes de Gary Sheehan, c'est le retour des vestiaires. C'est Julia Sprunger qui va inscrire le 2-0. Le 2-0 qui va permettre à Fribourg, Dani, de s'installer confortablement au commande de cette rencontre. Oui, un rebond favorable sur une entrée de zone. Et ensuite, Julien Sprunger qui a un très, très bon tir, qui ajuste son tir juste au-dessus de la jambière de Wolf. Assez difficile. Il faut savoir que quand même Wolf est quand même mis à l'épreuve à chaque instant pendant presque toutes les parties. Bon, il arrive un moment où c'est vrai qu'on peut penser, il peut paraître un peu plus faible sur certains tirs, mais il arrive un moment où il frappé à courte distance, c'est compliqué. Oui, exactement. Et Geoffrey, ce 3-0, encore un but qui fait mal finalement. Ajoie dans sa situation là, a besoin de chercher la confiance. Au contraire, on encaisse des buts comme celui de Bikoff. Oui, on voit exactement. C'est dommage pour Bastien parce qu'il pensait bien faire, mais il y a un mauvais rebond qui passe dans le dos. Puis il trouve un bon client, en l'occurrence, parce que Bikoff, avec la vitesse de patinage qu'on connaît d'André, c'est un bonhomme qui glisse très, très bien. Ben, il arrive à y mettre 2 mètres de distance pour arriver tout seul devant le gardien, puis il fixe très, très bien Wolf. Dani, fin de deuxième période, Ajoie trouve quand même le moyen de battre enfin Reto Berra qui les avait frustrés à plusieurs reprises. On se dit à ce moment-là que les Ajoulots, peut-être avec une détermination extraordinaire, peuvent encore faire quelque chose, espérer quelque chose. Oui, mais ça, c'est quelque chose qu'ils sont capables de faire et ils l'ont démontré. J'aime beaucoup le jeu de Schmutz, le délai qu'il crée et qui permet à DeVos de gagner 1 ou 2 secondes pour aller à la cage. Par contre, la passivité de Yecker de ne pas respecter Schmutz, il l'a laissé aller, ça a permis quand même à Ajoie de marquer. Le problème, Stéphane, c'est que le powerplay, c'est une affaire fribourgeoise cette saison et qu'on en profite pleinement là, avant la deuxième sirène pour définitivement se mettre à l'abri. Fribourg régulièrement fait mal à l'adversaire en situation spéciale. Et voilà, tu sais que contre Fribourg, si tu prends trop de pénalités, tu vas payer le prix. L'exécution était parfaite, tip-top en ordre, comme on dit. Et, à partir de ce moment-là, Fribourg Ajoie s'est dit, hop là, ça va être compliqué. Ouais. Je reprends tes propos, Geoffrey. 3e tiers de remplissage du côté de la Raiffeisen Arena pour un succès finalement logique du leader face à la Lanterne Rouge. Oui, écoutez, là, il y a quand même une sacrée différence de niveau entre ces deux équipes. Une sacrée différence
de mentalité actuellement, parce que pour Ajoie, c'est très compliqué. Hein. Ça faisait 16 matchs qu'ils gagnaient, qu'ils perdaient, 17 défaites avec ce soir. Ils sont dans un moment très difficile et on le voit sur le body language, sur le visage des joueurs. C'est pas un moment facile pour eux. Puis Fribourg, Fribourg déroule, Fribourg marche bien, même avec l'absence de Desharnais. On voit qu'il était très bien comblé par Marchand qui a fait un excellent match à la place de Desharnais sur le powerplay ce soir. C'est ça, Dani. Quand on perd un nombre incalculable de matchs, on a l'impression qu'on fait 10 kilos de plus. Et à l'inverse, Fribourg, à qui beaucoup de choses réussissent, paraît plus léger et forcément... On peut prendre juste le premier but de Fribourg. C'est-à-dire que ces buts-là, vous ne les avez pas, vous. Ces rebonds-là, vous ne les avez pas. La preuve, c'est que Fribourg marque un but de ce type-là et ensuite, vous, derrière, ou juste avant, vous avez une opportunité en or avec un buteur en or. Hein. C'était Guillaume Asselin qui c'est pas un manchot devant la cage. Alors, vous voyez toute la différence où la psychologie positive ou négative qui vous entoure vous amène aussi dans une direction. Et là, on voit bien dans quelle direction ça part. Et à force d'en parler... c'est un peu comme si on change de sujet, l'avantage numérique. Quand ça ne fonctionne pas, on en parle, on cherche. Et plus on en parle, moins on trouve. Et là, on est dans une... Il faut bien parler de quelque chose, parce que sinon, on n'a rien à dire sur le plateau. Non, mais je parle de l'équipe. C'est-à-dire que Ajoie est dans une dynamique où c'est le seul sujet de conversation. Et à un moment donné, ils vont oublier de jouer. Parce que le seul objectif qu'ils ont aujourd'hui, c'est de casser cette spirale et de gagner. Et aujourd'hui, je pense qu'on devrait plutôt se concentrer sur les performances individuelles au profit du collectif. Et ensuite, on verra si ça va nous amener vers une victoire. Puisse ton message être écouté, bien sûr, en terre à Joulotte. Une réaction d'abord de l'équipe gagnante au terme de cette rencontre, celle du capitaine fribourgeois. Julien Sprunger, victoire à Ajoie qui s'est destinée sur un coup du sort, peut-être sur ce premier tiers. Ensuite, on a senti Fribourg en contrôle. Comment vous avez vu ce match-là ? C'était un petit peu le genre de match qu'on voulait faire, justement, réussir à marquer le premier goal. On sait que ça leur donne le moindre espoir ici, c'est difficile par la suite. Donc on voulait marquer le premier goal et puis contrôler le match. Donc on l'a plus ou moins bien fait. Je crois que certainement pas notre meilleur match. C'est clair, c'était dur au niveau de l'intensité de mettre la même intensité que certains matchs, mais je pense qu'Ajoie donne une bonne adversité et puis c'était important de le gagner. Je crois que c'était toujours des matchs pièges et ces 3 points étaient très importants pour nous. Il y a un des buts importants, c'était le vôtre quand même, le 2-0 qui met un coup sur la tête aux Ajoulots. Vous êtes dans une période face. Vous appréciez, j'imagine, après les moments un peu plus compliqués cette saison. Ouais, ça se passe super bien, c'est clair. Et puis on voulait au début du deuxième tiers justement enfoncer le clou. On savait qu'à Ajoie, il leur faut une occasion, justement une déviation un petit peu qui traîne pour le mettre au fond. Et puis le patinoire s'enflamme et puis c'est un autre match. Donc on voulait justement essayer de leur couper les jambes assez rapidement. On a réussi à mener 3-0. Et puis ensuite, on a bien géré. Je pense que c'était certainement pas notre meilleur match de hockey. Mais voilà, c'est une 3e victoire d'affilée. Et puis je pense que ça fait du bien pour le compteur. Merci Julien. Et réaction aussi dans le camp de l'équipe battue ce soir avec le joueur québécois qui s'est créé la meilleure chance de but en début de rencontre, Guillaume Asselin. Guillaume Asselin, défaite à domicile contre Fribourg. Vous n'étiez pas si loin, presque 30 tirs en direction du but adverse. Est-ce que l'apprentissage continue ? Comment vous expliquez là, la défaite de ce soir ? Je pense qu'il n'y a plus beaucoup d'explications à donner. On est souvent prêt, mais loin en même temps. Certes, c'est de l'apprentissage, mais c'est de l'apprentissage à la dure parce que je sais pas comment une défaite de suite, là, mais ça commence à faire mal au cœur. Justement, où est-ce que vous trouvez la force et l'envie de montrer toujours de l'intensité parce qu'Ajoie ne baisse pas les bras? Ben, je veux dire, par respect pour nos partisans, puis pour ceux qui nous encouragent depuis le début de l'année, on n'a pas le choix de se présenter. Puis pour nous-mêmes aussi, c'est de la fierté. Quand ça fait 17 défaites de suite, ça fait mal à l'orgueil. On veut finir ces défaites-là, mais on dirait qu'on n'a pas d'explication à trouver ou de... Je sais pas, c'est exactement... C'est ça. Merci Guillaume. Bon, Dani, toi tu le connais bien, mais là, ça fait mal au cœur quand même de voir comme ça, Guillaume parler comme ça. J'ai mal au cœur pour lui, là, parce que je le connais très très bien. Et je sais comment il est, je sais comment ses yeux, là, il est complètement désabusé. Et, il est venu en professionnel parler, mais il n'y avait pas grand-chose à dire, mais il y avait beaucoup en dedans de lui. Vous avez vu McDavid en entrevue il y a une semaine ou deux, mais à Edmonton, moi je me mets à sa place. Qu'est-ce que tu veux qu'il dise, le pauvre? Honnêtement, là, il peut...
on beau lui poser toutes les questions, il ne sait pas plus, il le savait, ça fait longtemps que ça serait réglé, mais voilà, ils sont au fond du trou. Mais McDavid à Edmonton, ça va très, très mal. Hein. Connor McDavid est venu en entrevue. Leon Draisaitl aussi, il avait l'air de la même chose. Ils se sont fait démonter. Hein. Ils se sont fait démonter, les McDavid, Draisaitl, mais Edmonton, c'est une catastrophe. Et McDavid avait exactement le même body language. Steph, quand on soit une superstar comme McDavid ou un joueur dominant comme il l'a été à Asselin en Swiss League avant d'arriver en National League, c'est le cœur qui parle et ça prend le dessus. Deuxième rencontre, Zurich-Lausanne. On vous disait en tout début d'émission que ça pouvait être une rencontre très très agréable à suivre, surtout qu'il y a eu quelques histoires lors des derniers matchs et que ça pouvait être intéressant. Zurich reste sur 10 victoires en 11 matchs avant de lancer cette rencontre. Malgin, bien sûr, d'un côté, Sekac de l'autre sont les joueurs à suivre et Bobby Dolas, qui est le nouveau coach assistant sur le banc de John Foust pour la première fois cette saison. Les Zurichois, dans cette rencontre, vont beaucoup faire de choses justes, Dany, en début de rencontre. Le 1-0 et le 2-0 qui vont suivre vont permettre de les mettre sur les meilleures bases. Oui, c'est vrai que Zurich s'est concentré. On s'attendait tous à un match où peut-être un peu frité tout le monde avec ce qui s'est passé auparavant. Puis finalement, non. Zurich a décidé de jouer au hockey, se concentrer sur ce qu'il sait très, très bien faire. Et il n'a pas fallu beaucoup de tirs en première période pour que Zurich puisse prendre un avantage. On y revient à ces tirs. Il y a quand même un big save de Ludovic Weber qui a été très très bon, Geoffrey, ce soir. Il a vraiment dégoûté les attaquants vaudois aussi dans ses interventions. Il y en a eu un là, il y en a eu un en deuxième tir, il y en a eu plusieurs dans la troisième période. Voilà un très bon Ludo Weber dans les cages. Ça avait tout le poids d'un but. Hein, donc c'est très bien joué de la part de Ludo. Un bon mouvement de Damien Rignard sur ce coup-là. Comme quoi, des fois, ça se joue à pas grand-chose. Hein. Attention à cette sortie de zone, Stéphane. Le lancer de Malkin contré, Enriqueto, deuxième rideau, ça fait mal. Et à ce moment-là, c'est 3 tirs cadrés pour Zurich et ça fait 2-0. Voilà, un turnover à ligne bleue. Là, le puck était perdu. Évidemment, ça nous revient. Tout le monde est pris un peu arrêté, pied plat, etc. Donc, vous avez Malkin à la baguette, un rebond favorable. Le puck qui a été contré légèrement par le défenseur, mais qui passe au-dessus de la jambière. Donc, le puck avait des yeux. Là, tout baignait dans l'huile pour Zurich ce soir en début de match. Et Dany, où Lausanne perd définitivement le match ce soir, hein, parce qu'on ne va pas cacher que la soirée a été compliquée, c'est avec les pénalités. Mais on apprécie tout ce qui se passe sur la glace. Quelle passe de Malgin, quel tir d'Enriqueto. Quand vous passez votre soirée à défendre, vous êtes quand même plus à risque de prendre des pénalités. Et quand vous prenez des pénalités contre Zurich dans une soirée où tout va bien, et surtout que Zurich est dans une très, très, très bonne passe, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée, ça fait 3-0 à ce moment-là. Il y aura le 4e, le premier de la saison du défenseur défensif Phil Baltis-Berrière. Ça vous donne aussi un indice que la soirée n'est pas bonne pour les Vaudois ce soir et qu'il faudra rapidement oublier cette rencontre. C'est le dernier match pour le LHC avant la pause de février. Stéphane, il ne termine pas de la meilleure des manières avec cette réussite où Kruger se fait surprendre et Baltis-Berrière nous fait tout paraître d'un très bon shooter. Là. Le gars arrive de nulle part derrière le défenseur, un puck sautillant, le tir est parfait, plein lucarne. Tobias Stéphane, regardez, il est 1 mètre devant son demi-cercle, il se fait battre au-dessus de l'épaule, il fait un bon tir à courte distance. On sentait que rien n'allait en faveur de Lausanne ce soir. C'est un match pas les jambes pour être capable de rivaliser avec Zurich. Changement de gardien, après ce 4-0, Luca Boltzhauser qui rentre en jeu, mais Zurich va continuer d'enfoncer le clou. Tiens, les situations spéciales, il y a tout qui est prêt à s'ouvrir pour Zurich. Hollenstein sur un deuxième effort qui peut marquer milieu de glace. Ouais, alors pas de chance pour Lausanne parce qu'il y a un contre sur le shoot de Enriqueto et puis juste derrière le rebond qui arrive sur la canne de l'attaquant zurichois. Voilà, c'est une soirée à oublier, à mon avis, pour les Lausannois. On voit très bien le compte. Ouais, voilà, être au bon endroit au bon moment, David, tu vois. Ouais, notre commentateur nous dit que Lausanne n'a pas fait un mauvais match, qui est tombé sur un très bon Ludo Weber aussi, et face à des Zurichois très aiguisés, Dany, en face, parce qu'ils n'ont pas besoin de 12 occasions pour en mettre une au fond. Non, ils ont une profondeur de talent incroyable. Ils sont dans une très, très, très bonne séquence. Tout va beaucoup mieux à Zurich. Et puis en plus, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est que quand ils sont dans un bon soir, qui vous fait déjouer et qui vous force à défendre, vous prenez des pénalités, ils se mettent à l'abri avec 1 ou 2 avantages numériques et le match il n'est pas plié, mais ils sont en contrôle. Et quand vous donnez de l'avance à un gardien, en général, ça lui donne confiance et c'est beaucoup plus facile de maintenir son match. 2-3 chiffres. 27-25 pour Zurich, les tirs au but. Donc, c'est pas une non, c'est beaucoup d'une leçon d'efficacité. Aussi, le puck tournait bien. Deux buts marqués en 7 powerplay pour Zurich. Et puis, pour Zurich, ça leur fait 9 victoires dans les 10 derniers matchs.
Il s'approche gentiment, mais sûrement de la première position. Mais j'ai même noté 11 en 12, Stéphane. Ça fait encore plus. Hein. Ça fait encore, ouais. En ce moment, ça carbure sec du côté des hommes de Grunborg, qu'on remettait en cause il n'y a pas si longtemps. C'est ce que je voulais dire, c'est qu'il y avait un peu de tempête à un moment donné là-bas. On aime bien ça aussi. Oui, bon. Écoutez, on en parle, tu sais, tu nous connais, Danny. Oui, mais il y avait un peu de tempête, et puis à un moment donné, on pensait même qu'à Noël. Si tu savais ce qu'on. Il aurait pu choisir de ne pas. Si tu savais ce qu'on dit sur toi, Danny, quand tu es ça là. ne doute pas 2 secondes. Ça. Mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, c'est. Bon ben voilà, lourde défaite quand même au final. Hein, si on regarde simplement le résultat pour le Lausanne Hockey Club, on écoute une réaction dans le camp vaudois au terme de cette rencontre. Tim Boson, une défaite pour ce dernier match avant la pause olympique. Comment jugez-vous ce match? Difficile à expliquer. Je pense qu'on fait une bonne entame de match les 10 premières minutes, et après on se fait couper les jambes avec nos pénalités. Ils ont des très bons joueurs devant, et on leur a laissé faire ce qu'ils voulaient sur le power play. C'est dommage parce que, comme j'ai dit, on fait un bon début de match. Il y a eu du bon dans ce match dans l'ensemble, sur tous les tiers, mais à chaque fois, il y avait ces petites pénalités qu'on se prenait qui nous coupaient les jambes. On arrive aux 3/4 du championnat, maintenant c'est la pause olympique. Comment jugez-vous l'état de forme de votre équipe? Voilà, récemment, c'était vraiment bien. On a pris des points à tous les matchs, sauf ce soir. Donc début de 2022 vraiment positif pour nous. On trouve le moyen de gagner des matchs, pas toujours beau, on le sait. Mais jusqu'à maintenant, voilà, on a pris les points qu'il fallait prendre. Puis maintenant, il y a la longue pause. Puis après, ça va être les 10-11 derniers matchs où tout le monde va vouloir chercher des points pour cette 6e place ou pour ces pré-playoffs. Donc on va se reposer, on va revenir fort comme on l'a fait au début de 2022. Justement, comment aborder cette pause de 1 mois? Là, justement, on va tous avoir un peu de vacances. On va essayer de couper. Parce qu'après, quand on va revenir, on aura 2 semaines où on va s'entraîner fort. C'est comme un début de saison. Se remettre en forme, recharger les batteries pour que quand on retourne le 22 février, on soit super en forme, parce qu'il va y avoir énormément de matchs en si peu de temps. Donc là, le plus important, c'est de se vider la tête, se reposer, profiter de la famille et après revenir plus fort. Merci bien et bonne pause. On a bien compris, repos pour revenir encore plus fort, parce que Lausanne aura bien besoin, Danny, d'un gros sprint en fin de saison pour essayer encore d'aller chasser cette 6e place. Ah oui, là, c'est un 400 mètres et il va falloir être prêt. Puis c'est une saison assez particulière, hein, parce que, OK, il y a le début de saison. Ensuite, vous avez eu la quarantaine. Alors, vous resettez le truc et vous remettez en route. Et là, la pause, et il va falloir bien gérer ça. Geoffrey, cette pause, même si ce soir Lausanne termine sur une défaite, est-ce qu'elle arrive au bon moment pour Lausanne qui commençait peut-être à trouver une cohésion de groupe? C'est après la pause qu'on verra ça. C'est une bonne question. On très vite, c'est ça que tu nous dis. Si j'arrive à répondre à cette question maintenant, mais puis il faut m'engager comme entraîneur, hein, je veux dire. Mais non, écoute, c'est les résultats en fait qui font que oui. Alors, les joueurs n'aiment pas, honnêtement, ces pauses. En tout cas, moi, je n'aimais pas parce que tu casses un rythme, tu t'entraînes. La qualité des entraînements n'est pas terrible parce que généralement, le coach, il veut que tu t'entraînes plus, ce qui n'est pas forcément toujours une bonne idée, hein, Danny? Donc, non, mais je dis ça en rigolant. Mais c'est vrai que quand moi, je jouais, c'était pas tu refais du physique, tu refais de la base. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'à cette époque-là de l'année, les joueurs veulent juste jouer, ils ne veulent pas s'entraîner. Ça, il faut le savoir. Là, ils s'entraînent depuis mi-avril, fin avril, préparation physique et tout ça. Vous avez eu une deuxième vague au retour de la quarantaine ou pendant la quarantaine. Ceux qui n'étaient pas trop continuent à s'entraîner. Et là, vous remettez une couche. Les joueurs vont prendre des vacances. Et là, quand vous allez revenir, il va falloir remettre une couche, bien gérer ça correctement. C'est pour ça, Stéphane, qu'on dit que cette saison est particulière et que les vérités de fin janvier ne seront pas celles des playoffs, même pour Fribourg, même pour toutes les équipes. Évidemment, chaque fois qu'il y a une pause, pour les entraîneurs, chaque fois que personne n'aime vraiment faire une pause durant la saison. Non. Et puis pour l'entraîneur, il se dit toujours comment va être mon équipe, parce que le momentum qu'on avait, on l'a perdu. Tout le monde se dit comme ça va repartir comme ça ou ça va repartir comme ça inquiète parce que tu perds le pouls de ton équipe aussi. Exact, ouais. Et comme tu dis, les gars s'entraînent un peu moins bien, tu es obligé de refaire du physique, etc. Et ces pauses-là, c'est vraiment... Ça peut casser des lancers ou l'inverse, propulser. Donc, on ne sait pas. Les paris sont ouverts. C'est bon pour nous parce que ça nous fait des trucs à dire, je le répète. Bien Langnau a passé maintenant au crible entre une équipe biennoise qui avait perdu ses 3 dernières rencontres au-delà des 60 minutes et Langnau, ils n'avaient plus gagné depuis une éternité, depuis le 7 décembre. 11 défaites consécutives à Yves Sarro, car Kill Club, ça va pas mieux. Bon, ils récupèrent Grenier, mais ils étaient proches de la quarantaine en ayant annulé leur match
au dernier moment contre Lausanne mardi. On a fait venir des juniors, Stéphane. Sur le papier, il y a tout qui était écrit pour que Langnau passe une mauvaise soirée. Et pourtant, jusqu'à plus que la mi-match, ça a été quand même assez équilibré. Oui, effectivement, ils ont tenu. Bon, ils ont pas fait des mauvais matchs aussi. Que vous regardez le match qu'ils ont fait contre Zug, c'était 3-2. Ils perdaient 3-2 à la fin du deuxième tiers. Donc, quand tu as moins de moyens, tu peux être organisé un tiers, 2 tiers, tu tiens, puis tout à coup, après, ben voilà, le volume de jeu, le talent, l'autre équipe a plus de profondeur. Donc, puis a fini par faire la différence sur la longueur, sur les 60 minutes. Lucas Ischier qui va faire un très grand match, on en parlera au fil des minutes. On va regarder, tiens, on parlait à Ajoie d'un but qui lobe son gardien. Je crois qu'on est pas mal aussi du côté de Bienne pour rendre la réplique, Geoffrey, là. C'est le même scénario, c'est Korpikowski qui trompe Van Pottelberg. Oui, effectivement, là, on ne peut pas mettre la faute sur Van Pottelberg parce que franchement, Korpikowski est juste devant lui. Il y a le puck qui rebondit, je crois, sur l'épaule, qui arrive directement en plus... on ne voit pas très bien, mais le puck arrive en l'air. Bien sur la poitrine ou sur sa cuissette. C'est un bon shoot sous la latte. C'est un but de la cuisse. C'est un bon shoot sous la latte. Donc voilà, on peut pas en vouloir regarder. On ne peut pas lui reprocher d'être revenu en repli défensif. Non, ça c'est sûr. Il y aura un beau mano à mano dans cette rencontre puisque du 1-1, on va passer au 2-1 puis au 2-2 dans cette rencontre. Gaëtan Haas qui avait préparé le but de Lucas Ischier va être à la fin, Stéphane, d'une belle passe, très belle passe de Victor Löw. Ouais, Löw, moi j'adore ce défenseur-là. Il est très patient, un petit passe levé, tac. Avec un gars qui était se cacher derrière la cage, très malin, il se cacher derrière la cage. Tu regardais le défenseur devant le but, je le suis pas, qu'est-ce que je fais? Je reviens devant le but. L'autre est pris avec un joueur, donc c'est très malin. Mais Langnau égalise. Cage Ferry pour son 6e but de la saison. C'est vraiment le mérite des Emmentalois, Danny, qu'on a dit aussi avec le nouveau coach de faire un gros travail de forechecking. On y laisse des forces au bout d'un moment. On connaît Yves Sarrault, on sait ce qu'il est capable d'amener et comment il est intense. Et on peut voir quand même que Langnau ne lâche pas, il revient. Ils ont fait ça jusqu'à un certain moment, jusqu'à temps qu'ils explosent finalement. Mais ils ont au moins le mérite d'aller jusqu'au bout et d'essayer de les amener le plus loin possible. À un moment donné, ça va passer. Mais là, on voit ici Blazer qui fait un très bon jeu, qui élimine beaucoup de joueurs et qui crée des opportunités, qui continue à jouer, à faire du jeu, à travailler et à jouer pour gagner. On va un petit peu enchaîner les buts. Il y en aura 2 en 19 secondes. 2 coups sur coup pour les Ceylandais qui vont faire passer le score de 2-2 à 4-2 en leur faveur. On pensait qu'ils avaient donné le coup d'assommoir nécessaire. C'est d'abord Elvis Schlepfer et ensuite on va retrouver Lucas Ischier, Geoffrey, pour faire basculer le match à ce moment-là à la 34e minute de jeu. Ouais, alors là, on voit clairement qu'au bout d'un moment, le talent et puis la qualité de l'équipe font la différence sur des matchs comme ça. La profondeur, effectivement, comme le dit Danny, fait la différence. Et puis on voit aussi que Langnau a pas très bien couvert sur ce match les angles proches de leur gardien. C'est-à-dire que les Biennois ont été beaucoup trop proches. On peut tirer beaucoup trop proche du but du gardien de Langnau. C'est une boulette d'un gardien à Langnau, Danny. 19 secondes après, ça permet à Lucas Ischier de presque faire paraître dans cette rencontre. Il a fait 3 buts, un assist. Je pense que finalement, Ischier a regardé Jeff Carter de Pittsburgh, parce que je pense que le 2-2 de Pittsburgh de dimanche est le même que celui-là. C'est-à-dire que le gardien qui sort de sa cage, qui tente d'envoyer la rondelle, mais avec un angle très fermé, permet aux joueurs de garder la rondelle. Hier, il nous en fait une par match, les gars. Non, mais voilà. Mais pourtant, Samuel Erny, Stéphane, d'un tir de la buvette, comme j'aime bien utiliser, vient marquer le 4-3. Oui, regardez la ligne bleue, regardez, tac, tir qui a semblé dévier 2 fois sur le bâton du gars à la ligne bleue déjà au départ. Deuxième déviation et JVP est complètement déjoué. Voilà. Qui reste dans le match à ce moment-là. Langnau reste dans le match, ils continuent, ils sont toujours là. Vous voulez du baseball? Regardez le sac à 3. Il a fait discuter. Rayala qui arrive. Geoffrey, 2 volets, bat le gardien, ça a été limite. Mais il a un sens du goal, ce mec, quand même, en dessus de la moyenne. Quoi. Je veux dire, il est capable, devant un goal, de faire énormément de choses. Je veux dire, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui sont capables de... Tu marquais ça, non? Alors peut-être du casque, peut-être éventuellement. mais honnêtement, il a un toucher, il a quelque chose en plus au niveau des goals. Ouais, c'est un artiste. C'est un artiste de hockey. Il vend bien le hockey.
C'est le but quand même en fait, deuxième période qui va mettre définitivement le HCBN en sécurité dans cette rencontre. C'est le 6-3, juste derrière encore de Lucas Ischier qui va de son triplé, un but du patin, Stéphane. Mais Lucas Ischier avait tout de Nico Ischier ce soir, son frère, non? Oui, avec 4 points. Ouais, effectivement, ce soir, gros soir, il fonce vers la cage, il contourne le défenseur, utilise son corps, c'est bien joué. Le rebond, Maillard donne un rebond directement devant lui. Le joueur en freinant, c'est ce qu'on appelle un moving skate, en freinant, il redirige le puck derrière le gardien. Regardez, ça, c'est un moving skate. Il n'y a pas d'extension, c'est pas un kick, il freine, il la met au fond, donc c'est un bon but. Et on est allé voir la vidéo, mais il n'y a pas trop de discussion. Envers Maillard qui avait fait le premier arrêt, qui est derrière sa ligne de but quasiment sur le rebond. Regardez, là, il glisse, c'est très, très... C'est le genre de travail qu'on lui demande. C'est ce qu'on lui demande. C'est le style de jeu qu'on lui demande, de travailler avec son corps, avec son gabarit. C'est un joueur qui est assez pesant, qui est assez lourd. Geoffrey, ça rigole à bien regarder le 7e et dernier but. Et un lancé, et Salinen, la canne entre les jambes, peut trouver Brunner. Enfin, on a plié le match et on s'est fait plaisir à la fin. Ouais, surtout s'ils ont des powerplays. Hein. On connaît la qualité offensive de Bienne. En plus, Brunner, qui est un joueur aussi, comme on l'a dit avant, avec Rayala, qui a le même sens du goal. Et c'est vrai que Brunner, on l'aime ou on l'aime pas, mais il faut reconnaître l'artiste offensivement, quoi. On n'en parle pas souvent, on a l'impression, mais c'est un des meilleurs joueurs offensifs de notre championnat, qu'on le veuille ou non. Hein. Lui, comme taxi squad là, pour l'équipe de Suisse, il pourrait être pas mal aussi. Je crois qu'il va y aller. Ah, j'ai hâte de voir les noms. Moi, j'ai hâte de voir qui va. J'ai hâte de voir les noms. Puis déjà, qui va vouloir y aller? Qui va vouloir aller? Ouais. Parce que je peux vous dire que les équipes, là, les directeurs, ils ne peuvent pas empêcher personne d'aller, mais. Le téléphone va sonner, les amis. Ouais, peut-être, mais tiens, toi, après, fais ton équipement, on ne sait jamais, Geoffrey. Que je le retrouve déjà. Berne, messieurs, Berne affrontait Zug. Un Berne chanceux mardi qui est venu à bout de Genève, qui espérait faire le coup ce soir. C'était Manzato dans les buts, puisque Vutriche était légèrement blessé et qu'on l'a préservé. C'était Genoni de l'autre. Et le CP Berne retrouve un gars d'efficacité. C'est le mot que l'on va utiliser pour qualifier la performance, parce que les deux premiers tiers, Dani, Zug les a dominés, a tiré, a essayé, est tombé sur un très bon Manzato et l'efficacité bernoise était au rendez-vous. On marque le 1-0 avec Bader. Oui, mais dominer, c'est pas gagner. C'est effectivement ce qui est arrivé à Zug. Et puis derrière, vous avez un CP Berne très, très opportuniste. Appliqué, parce que c'est pas évident, il faut rester bien concentré, parce que quand vous vous sentez dépassé par un adversaire, souvent, vous avez un peu la bonne et mauvaise idée de faire tout et n'importe quoi. Ils sont restés plantés dans leur plan de match, peut-être avec un peu de confiance avec la dernière victoire qu'ils avaient acquis lors du dernier match contre Genève. Alors, c'était une bonne idée de rester dans leur plan de match. Ce but-là, en fin de période, avec ce puck volé et on part en revirement, Stéphane, c'est le but qui va définitivement mettre Berne sur le chemin de la victoire. Oui, un bon soir pour Berne. Regardez, une passe en retrait, c'est toujours dangereux. Farny qui arrivait du banc, lui, beaucoup de vitesse. Ça, c'est sympa. Quand vous arrêtez d'un puck à la sortie de votre zone et vous avez de la vitesse, puis les défenseurs sont pris de court, là, ça, c'est vraiment une phase de jeu très agréable pour un attaquant. La passe levée, pas piquer des verres non plus, une petite passe levée. Déjoue le gardien, le jeune Farny, là, qui a fait un beau jeu là-dessus. Un petit peu à contresens, ce but-là, mais quand même, on le prend. C'est l'efficacité, comme Danny a dit, c'est dominer, c'est pas gagner. D'ailleurs, les expected goals ce soir, les buts escomptés, sont favorables à Zug. Comme il l'était mardi, nettement en faveur de Genève. Oui, exactement. 39-24 les tirs au but en faveur de Zug, l'expected goals en faveur de Zug, mais c'est Berne qui a gagné. Ça peut pas toujours mal aller. Berne qui met fin aussi à une... 2-0 après 20 minutes, 2-0 après 40 minutes. Zug va quand même trouver le moyen de battre Manzato à la 46e minute de jeu. Mais avant ça, il y a bien sûr à discuter de la blessure de Christian Thomas, un des étrangers du SCB là, qui va sortir en boîte en bas le genou. Geoffrey, là, on le voit regagner son banc à la suite de ce contact. Oui, mais c'est malheureux pour Thomas parce qu'il ne s'attend vraiment pas à prendre une charge. Donc quand tu n'es pas prêt... Oh, ouais, elle n'est pas belle celle-là. Oh, oui. Oh, elle est solide. Ouais. Je m'excuse, j'ai coupé mon discours parce que j'ai vu le genou. À mon avis, c'est les ligaments du genou qui sont touchés. C'est pas propre, là, c'est pas propre. Mais moi, on pourrait la revoir. J'aimerais bien la revoir honnêtement parce que je pense qu'au dernier moment, le joueur de Zug, je ne sais pas si c'est Saint-Hilaire ou je sais plus. Il fait rien pour l'éviter. Il s'aperçoit qu'il veut l'éviter. Moi, je pense qu'à la fin, au contraire, il veut l'éviter. Il se rend compte que Thomas ne l'a pas vu, puis il veut s'enlever, puis c'est pour ça qu'il arrive contre son genou. Regardez bien, il fait un mouvement vers la gauche. Il se rend compte que Thomas est vulnérable, il peut l'assommer. Là, honnêtement, il peut le tuer. Là, il peut regardez, hop, au dernier moment. Vous avez vu, il a voulu l'éviter au dernier moment? Vous n'avez pas cette impression-là, vous? Ben là, vu comme ça, oui. Vu comme ça, oui. Mais bon, il ne pouvait pas, ça, c'était clair. Mais
il aurait pu vraiment faire pire que ça. Je pense qu'il a voulu amenuiser le choc. Là, oh, il ne m'a pas vu, je ne veux pas y faire mal. Non. Et je pense que c'est pour ça qu'il est arrivé contre son genou. Oui. Bien, souvent, c'est ce qui arrive. Hein. On dit souvent à des joueurs de faire attention. Tu sais que des fois, tu veux jouer à faire attention aux autres. Tu peux souvent plus te blesser qu'autre chose. Hein. Quand il faut y aller franco. Mais là, sur une action comme ça, s'il va franco... Ouais, ça fait mal. Encore plus mal. Ils ne sortent pas avec un genou. Hein. Ils ne sortent pas du tout. Hein. On n'a pas revu Christian Thomas, on prendra de ses nouvelles. Je vous parlais juste avant cette séquence de la réduction du score de Zug, qui est sur une très belle période de 7 victoires consécutives. C'est Dario Simeone sur passe de Deuce et de Souris qui permet peut-être à Zug de se dire qu'on peut revenir de derrière dans les dernières minutes, Geoffrey. Oui, on voit que Reto rentre très bien dans le carré défensif de Berne. Les Bernois ont pris un peu de vitesse et puis il y a un puck un petit peu, il me semble, comme un rebond. Ou bien, alors, mais, oui, pas un rebond, mais... C'est le défenseur. Ouais. Regardez, c'est le défenseur qui tente de maîtriser. C'est moi. Et puis, finalement, qui remet la rondelle directement sur la canne du Jougois, mais ça se passe tellement vite. Compliqué, hein? Mais Berne ne va pas douter très longtemps, puisque à peine 1 minute 30 après, Dany va inscrire le 3-1, ce but qui vous fait grandement du bien. Vous voyez Zug revenir à un but. Oui, exactement, parce que vous voyez Zug revenir dans la partie, vous vous sentez dominé, mais vous avez 2 buts d'avance, vous respirez bien. 2-1, ça peut être... puis il reste du temps encore, hein, il restait du temps. Et avoir la bonne idée de tout de suite clouer et de marquer et se redonner 2 buts d'avance et de recalmer les ardeurs de Zug, c'était vraiment un but très, très, très important. Autant le 2-0 était très important, là, le 3-1, il est... On apprécie la vista de Kaoun aussi, qui place ce petit puck là devant le filet, avec du trafic devant le gardien. Très mobile, il remonte un peu comme Di Domenico le fait. C'est un joueur qui a toujours, comme dit Chris Di Domenico, c'est un gars qui a toujours l'impression qu'il y a 1 seconde ou 2 de plus pour faire son jeu. À chaque fois qu'il a la rondelle, c'est pourquoi il a du temps plus que les autres, lui? Parce qu'il va dans l'espace libre, parce qu'il lit bien le jeu, parce qu'il se crée de l'espace lui-même en ralentissant le jeu, en mettant son puck au bon endroit. Ça lui donne toujours la fraction de seconde pour faire le bon choix. Et ça glisse. Il n'a pas bougé les patins une seule fois, pas un coup de patin. Les patins n'ont pas quitté la glace. Il a réussi à contourner tout le monde, mettre le puck au but. Donc, très bon joueur, ce Dominique Kaoun. Donc, bonne semaine pour l'instant du CP Berne avec 2 succès qui stoppent la série positive de l'EV Zug. Derby tessinois, vous en prendrez bien un petit morceau, bien sûr, de cette rencontre entre Lugano et Ambri Piotta. C'est 2 équipes qui avaient perdu leur dernier match, qui sont 9 et 11e, donc il y a de l'importance. C'est Thibaut Faton au but, puisque Schlegel et Fadani sont blessés et que Irving n'a pas été titularisé du choix de son entraîneur Chris Maxorley. Benji Cons dans les buts, et c'est les Levantins, Geoffrey Vauclair, qui vont ouvrir le score. Macmillan, là, qui s'en va seul battre le gardien Thibaut Faton en début de rencontre. Il fait un bon bloc sur le shoot du défenseur de Lugano. Ouais, il y a un bloc sur un joueur de... C'est l'ailier droit qui l'a fait, je crois. C'est l'ailier droit qui bloque, et puis ça rebondit sur sa jambière, et puis Macmillan peut partir en échappée. Il fixe très très bien le gardien. On voit une superbe shoot dans l'équerre. Ouais, un joueur qui a bloqué va récolter un assist facile, un assist de la jambière. Oui, bon. Pas comment, mais combien? Mais c'est ça. Ça vaut cher. Black shot, t'empêches l'adversaire de marquer et puis tu vas marquer derrière. Regardez Arcobello, il se trouve là. Il se fait oublier dans la défense. On triche un petit peu, Stéphane, pour se faire oublier. Ça marche parce que ça fait 1-1. De temps en temps, ça marche. Tu as l'air intelligent. Par contre, quand ça marche pas, puis ça part de côté en surnom, là, ton coach qui fait de la vidéo le lendemain, il dit t'étais où, là? Ben là, coach, je pensais quand même qu'on a récupéré. Regardez, il triche. Est-ce que le puck arrive? Ben oui, il arrive. Ça marche de temps en temps, hein? Les joueurs offensifs les joueurs très offensifs ont tous un côté tricheur. Il faut juste le canaliser. Bon, à la rigueur, ces joueurs-là, souvent, on peut le dire, ils ont un peu plus de crédit que les autres. Oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Si tu triches et tu t'en donnes offensivement, on peut vivre avec tes petites carences défensives. À 4 contre 5, Lugano fait basculer le match en sa faveur avec Troy Joseph qui sera l'auteur vraiment de la victoire luganaise. Ce soir, il va inscrire le 2-1, il va inscrire le 3-1. Geoffrey, c'est le but qui fait mal. Là, c'est magnifique ce qu'il fait, parce que regardez, il fait croire qu'il va donner le puck en faisant un mouvement, puis en fait, après, il ramène le puck devant lui, il fait un superbe shoot dans la lucarne. Regardez là, on va voir le mouvement, hop. C'est magnifique. Non? Et puis la vitesse d'exécution sur ce coup-là, c'est ce qui a surpris Benji, c'est la vitesse d'exécution, parce que le shoot était peut-être pas super puissant, mais la vitesse pour le décocher était très impressionnante. Le 2-1 en fait, deuxième période, le 3-1 en début de troisième période, et Lugano qui va s'offrir un nouveau derby contre le voisin Léventin. On retrouve Troy Josephs, un joueur que tu as bien connu.
Dany en Swiss League, là, qui commence à faire bien son trou, sa niche en National League. C'est pas un joueur sexy. C'est un joueur qui est vraiment qui sait tout faire sur la glace. Il est pesant, il y a beaucoup d'impact pour son équipe, il y a beaucoup d'impact sur l'adversaire. C'est un joueur que Chris McSorley aime faire jouer, sait faire jouer. Et il en profite parce que Joseph, il fait une excellente saison. Et je parie beaucoup qu'il y en a beaucoup qui n'auraient jamais parié sur la saison qui est en train de faire. Non, moi le premier, parce que je l'ai vu jouer en Swiss League, il m'a jamais impressionné. Puis il s'est cassé une cheville en début d'année, qui est ralenti par des blessures. Oui. Stéphane, tu parlais d'une soirée de buts lobés. Je crois qu'on a le 3e et le dernier de la série, Arcobello, là, qui il va en 2 temps pour surprendre le dernier rempart d'Ambri Piotta. Oui, son premier tir sur réception c'était pas un grand classique. Par contre, il va reprendre son propre... il va y aller en 2 temps, comme tu dis, tac, tac. Et hop! Ah non, une feinte de shoot pour récupérer la rondelle dans les airs pour la taper. Non, c'est bien fait, hein? C'est tout préparé. Ça s'entraîne, coach. Ça s'entraîne. Faut pas que les gens prennent ça pour du cash. Pour la fin de match, on ne vous l'a pas proposé. Ça a duré 20 minutes. On est sorti sur MySports One avant. Ça a duré très, très long. On a distribué beaucoup de pénalités, plus de 30 minutes de pénalités, des 2 minutes, des 10 minutes pour comportement antisportif. Ça a brassé. C'est aussi ça, les derbies. Geoffrey, je crois que tu en connais un rayon. Ouais, un petit peu, on a le sang chaud là-bas au fond. Donc c'est vrai que les derbies, surtout qu'on a 2 équipes qui devaient aussi gagner ce soir. Et là, c'est cette bonne guerre, ça fait partie du jeu, je veux dire, d'un petit peu, comme on dit souvent au Canada, mettre la table pour le prochain match. Mais c'est la beauté des derbies tessinois, quoi. Mais moi, ce que j'ai pas aimé, il y a un geste que j'ai pas aimé, c'est celui de Chiesa. Regarde, là, ça, c'est la fin de l'action. Forler qui a plus de casque, qui saigne, là, il a le nez en sang. Parce que il y a un escarmouche et Forler est maîtrisé par un des juges de ligne. Il est dans le paquet, on lui tient les bras, il a la figure découverte. Et puis Chiesa a sorti une droite directement sur le nez. Regardez, il était ensanglanté. Et ça m'énerve. Et ça mérite pour moi une suspension. J'espère que ce que j'ai vu, si j'ai bien vu, j'espère que Chiesa sera amendé pour ça, aura une pénalité majeure, parce que ça mérite une pénalité majeure. C'est une tentative. Un joueur vulnérable, dans le paquet, tu sors un punch. De manière rétroactive. Et j'espère qu'il sera pénalisé, mais ça, c'est du grand Chiesa. Il est capable de faire ce genre de truc, les gars. Pour l'instant, que 2 minutes, on me dit, sur la table des... Pour les arbitres, c'est difficile de voir. C'est impossible, là, je veux dire. Sur la vidéo, on peut voir. Les arbitres, là, Stéphane, ne devraient pas des fois laisser les joueurs en venir vraiment main, parce que là, le joueur est tenu par l'arbitre, puis c'est un autre joueur qui arrive. Des fois, tu as mieux le temps de laisser les joueurs s'expliquer. Même dangereux. Déjà, l'arbitre risque rien du tout. Je veux dire, l'arbitre risque rien du tout. Puis là, on n'aurait pas des situations comme ça. Allez, Rapperswil, Davos, une rencontre très importante, surtout pour les Grisons qui sont dans une mauvaise séquence, 4 défaites de rang. Ils voient Genève et Lausanne le revenir dessus. Et on parle d'abord de Edlund du côté de Rapperswil qui a été prolongé, tout le coaching staff qui a eu un contrat déjà re-signé. Volven, bien sûr, dans le trouble du côté du HC Davos. Mais Stéphane, dans cette rencontre, Davos va un petit peu reprendre ses esprits. Ils n'ont pas joué depuis quelques jours et on a peut-être pu travailler, soigner quelques détails. C'est Simon Knack qui décide de cette rencontre. Il a fallu attendre presque la demi-heure pour voir l'ouverture du score après ce gros trafic devant Niffler. Ça, c'est le genre de but que Simon Knack va marquer toute sa carrière. C'est un gars c'est un joueur d'énergie, qui est gros, grand bonhomme. S'il va devant la cage, il va récupérer des rebonds, des rondelles libres, etc. C'est pas un gars qui a des mains et un sens du jeu extraordinaire, mais s'il va là où ça fait mal, il va marquer ce genre de but garbage. Et ça compte, ça compte pour un point, évidemment. Il est là, il va au but, met la main sur le rebond. Voilà. Capitaine Ambul pour le 2-0 à la 53e minute de jeu pour finalement mettre Davos à l'abri. Rapperswil qui était sur 5 victoires en 6 matchs, a un petit peu toussé ce soir, Dany. Oui. Et son gardien peut-être là peut s'en vouloir sur le lancer. Oui, c'était un drôle de match. C'était un match qui était très, très haché. Il y a eu beaucoup d'altercations. Ça a été très physique. Et je ne serais pas surpris que Davos amène Rapperswil dans un match de ce type-là, le sortir de son jeu, enlever le momentum du match, enlever de la vitesse et avoir vraiment des périodes vraiment cassées dans le match pour les endormir un petit peu. C'était un non-match pour eux, c'est vrai. On a pu voir Nifeler dans les buts un peu fébrile sur le but. Ça peut arriver, ça peut leur arriver, mais il ne faut quand même pas oublier que c'est une équipe qui aujourd'hui est placée bien au-dessus de ce qu'on pouvait espérer ou penser. Rallonger l'extension du staff, c'est une des meilleures idées. Et lorsqu'on voit 3 défenseurs ce soir, Stéphane, t'en parlais tout à l'heure, je vais te laisser le dire,
David Ebichère, 18-19 minutes de temps de glace. Voardou, la même chose. Et puis Barragano, 15 minutes de temps de glace. 3 défenseurs. Ebichère né en 2000. Oui. Voardou, Barragano né en 2001. Ben voilà, on les a mis dans la mêlée ce soir. Et puis... ça fonctionne. Sans gêne. Ça fonctionne, ça joue bien. Si on perd. Non, mais là, c'est pas si on perd ou si on gagne. C'est aujourd'hui, où est Rapperswil, avec quoi? C'est ça. Et avec qui? C'est ça. C'est ça qui est important. Il y aura un 3e but dans cette rencontre dans la cage vide, celui de Stransky, qu'on ne va pas vous montrer, on va vous récapituler à la place les résultats de cette soirée de National League riche de 6 matchs avec la victoire du leader Fribourg-Gotteron sur la glace de la Lanterne Rouge. Berne qui surprend Zug 4-1. Bienne qui, face à un Langnau diminué, l'emporte facilement 7-3. Victoire importante de Davos dans cette lutte pour la 6e place, on vous le montre dans quelques instants. Lugano remporte le derby face à Ambry. Et Zurich a facilement disposé du Lausanne Hockey Club. Au niveau du classement, c'est toujours le mano à mano entre Fribourg et Zug. Il y a 3 équipes qualifiées déjà pour les playoffs désormais. C'est Davos par contre qui fait la bonne opération puisque Lausanne a perdu et que Genève n'a pas joué ce soir. Et forcément que Lugano et Berne qui gagnent pour les places 9 et 10, c'est bon à prendre aux dépens d'Ambry Piotta. Voilà, vous savez presque tout de cette soirée de National League. On va organiser notre petit salon. C'est Backcheck le Talk qui arrive avec une thématique olympique au menu ce soir.